Alors, c'est Louis, peut-être juste pour vous interpeller, pour notre jeune futur architecte togolais sur cette question de topographie, puis éventuellement vous en profitez pour répondre aux autres questions. Tfadal, c'est l'ordre. Merci. Merci pour la question. Bon, je pense que ce n'était pas clair lors de la présentation, mais l'analyse qu'on a faite pour les mouvements de terre au niveau de la zone industrielle de Tangetec, bien sûr, on a cherché à ce que ces mouvements de terre soient bien équilibrés entre déblais et remblais. Donc, le design de la zone, il prend en considération les collines, les zones basses, etc., dans l'objectif que l'équilibre entre remblai et déblai soit atteint. Mais le problème qu'on a, c'est que les matériaux qu'on retrouve au niveau de ces collines, on ne peut pas les utiliser en l'état. Donc, pour les réutiliser en tant que remblai, il faut faire quelques traitements, par exemple traitement à la chaux ou utiliser un liant hydraulique, etc. Bon, ça c'est pour répondre à la question de monsieur. La question du nombre d'ingénieurs et cadres au sein de TME. Alors actuellement, on avoisine les 100 et on est très ouvert. Et rien que cette semaine, on a reçu un client de l'Inde. Donc, s'il y a un projet sur la Lune, on va y aller. D'accord. Vous allez recruter de vieux experts? Non. Bien sûr, on en a besoin de tout le monde. Ok. En tout cas, bon courage. Madame Youzi, si vous voulez réagir aux interrogations, notamment cette question d'ensablement, qui est toujours posée au niveau des provinces sahariennes. Qu'en est-il au niveau de Dakhla? Allez-y. La question de l'ensablement, c'est une question très très pertinente. Elle fait partie du plan de gestion des risques au sein du chantier Dakhla Atlantique. On a un pont de 1,3 km qui a été principalement réalisé justement pour éviter ce problème d'ensablement. Donc on a essayé d'éviter la dérive littorale puisqu'on a un déferlement à partir de la côte -6, la côte -8. Et donc on a fondu notre projet à partir de la côte -12. Donc l'idée d'avoir un pont maritime, c'est aussi pour laisser la dérive littorale passer, laisser le transit littoral passer et éviter ou du moins atténuer le problème qui est un problème naturel. On connaît que c'est un problème. Tous les projets qui sont réalisés en zone de déferlement au niveau des provinces du Sud, on parle entre 200 à 500 000 m3 de sable par an. C'est un débit énorme. C'est un phénomène naturel en fait auquel nos ingénieurs et toute l'équipe du projet fait face. Et pour le projet Dakhla Atlantique, donc on a un suivi physique par nos partenaires et les topographes aussi font un suivi topographique et bathymétrique régulier pour voir, évaluer et mesurer le recul du trait de côte sur certaines zones et puis aussi l'ensablement, un phénomène assez spécial parce qu'on a l'ensablement dans les deux sens, parce qu'en période hivernale et en période d'été aussi. Et la modélisation numérique aussi, on est en train de suivre ça sur le plan, voilà, en utilisant les nouvelles technologies numériques, physiques aussi, et aussi sur le terrain. Donc voilà, vous avez vraiment passé votre question sur un problème sur lequel on a tous les radars qui sont braqués. Et ce qui est bien, c'est qu'on le sait et que c'est un risque qui est là et on est en train de le maîtriser. C'est le plus important pour un chantier portuaire puisque c'est un phénomène naturel qu'il faudra maîtriser. J'avais reçu une question sur la planification des projets. Si Selmi est avec nous, je ne serai pas autant compétente et avoir la prétention de l'expertise par rapport au marché public, mais il y a un programme prévisionnel qui est lancé chaque année et il est public du ministère de l'Équipement et de l'Eau, auquel, en tant que maître d'ouvrage, on publie les appels d'offres qui vont être lancés dans l'année. Et la fédération fait partie intégrante de cette journée, qui confie la discussion, qui compte public. Et aussi le programme, il est publié dans les différents journaux. Aussi, notre stratégie, je parle de la stratégie portuaire, elle est sur le site du ministère. Donc les projets qui sont planifiés sont déjà sur le site du ministère. On savait très bien qu'un projet Dakhla Atlantique va voir le jour. Le projet Nador West Med, depuis 2012, on en parlait sur sa vocation. Il y a d'autres projets portuaires aussi qui sont prévus dans l'avenir, à l'horizon 2030, au niveau de nos stratégies. On communique là-dessus. Après, je prends avec beaucoup de sérieux le fait que je reçois une question de la part d'une société, une société
qui acte dans le secteur BTP et qui pose une question par rapport à ça pour qu'on puisse aussi voir ce qu'on peut faire à notre niveau pour améliorer la communication externe du ministère sur les projets à lancer. Je vais clôturer par l'expertise marocaine. Tout à l'heure, ça a été cité. Je vais aussi tranquilliser mon collègue sur la question de la variante parce que pour Dakhla Atlantique, c'est une variante. D'accord. Voilà. Excellent. Excellent. C'est une variante. Donc voilà, on a ouvert la variante. Et justement, c'est grâce à ça, aussi à la variante, qu'on a pu avoir aussi une proposition intéressante, qu'on a approuvée, qu'on a validée sur le plan technico-économique. Elle a été très, très intéressante aussi pour nous sur le plan économique. Et je remercie le groupement de sociétés qui travaillent avec nous d'avoir cette réflexion et cette intelligence de la proposer. Je pense que vous pouvez les citer, puisqu'on est aussi dans une logique de partager les success stories et les expertises marocaines. Le groupement, c'était GTM Somagec, qui sont en train de réaliser des travaux, mais du moment que j'ai cité GTM Somagec, je citais le groupe CID Nové qui assure la maîtrise d'œuvre avec nous et TME aussi sur certains aspects au chantier, la société Mapping aussi sur le contrôle extérieur et la société Nitrox sur le levé bathymétrique. Excellent. On a le panneau de chantier. C'est ça le panneau de chantier. Ça, c'est le panel du chantier. C'est une expertise 100% marocaine. On se réjouit pour que c'est le cas aussi. Ça, c'est important. Et si on a cette expertise marocaine aujourd'hui, ce n'est pas juste, en fait, c'est pas juste une question aussi matérielle pour gagner des marchés. C'est une question de souveraineté technologique et d'expertise au sein du Maroc, d'avoir nos propres ingénieurs qui sont capables de réaliser nos propres projets. Parfait. Et ça fait partie intégrante des axes du ministère stratégique. Excellent. Sur la souveraineté technologique. Parfait. Bon, merci. Merci beaucoup, Madame Youzi. C'est Togi. Je vous ai promis 17h30, vous ne partirez pas sans prendre la photo de famille. C'est Tarek, une réponse très rapide sur les questions qu'on vous a posées, sur la question des hauteurs et sur la durabilité aussi, ou sur plutôt l'énergie positive. J'imagine que l'hôpital Ibn Sina va produire sa propre consommation d'électricité, j'imagine. Donc, allez-y. Oui, d'accord. Donc, pour la question des bâtiments en grande hauteur, vous avez cité la tour Mohamed VI, ça c'est un fonds privé, donc ça ne rentre pas dans notre cadre. Donc, concernant le nouvel hôpital, c'était en fait une nouveauté de créer une structure hospitalière en IGH, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, de là à dire de rendre Rabat avec une vision new-yorkaise, je crois que c'est très ambitieux de le dire maintenant. Et on n'en a pas besoin peut-être. Oui. Exactement. Pour la question de l'approche environnementale qui a été adoptée pour le CHU d'Ibn Sina, de là à dire que l'énergie qu'on va produire va suffire pour le fonctionnement de l'hôpital, c'est pas vrai. Donc, normalement, c'est un bon pourcentage. Ce sera un pourcentage. Oui, exactement. C'est un grand pourcentage. C'est un bâtiment producteur d'énergie, mais il est aussi carnivore d'énergie. Donc, c'est ça l'équilibre à faire. Mais il y a d'autres aspects, comme l'utilisation de l'eau de pluie, comme il y avait plusieurs technologies environnementales qui ont été utilisées dans ce projet. Ok, parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous demander de faire un exercice très simple. Je vais demander ça à tous les intervenants pour qu'on puisse terminer dans 10 minutes maximum. Chacun, en 30 secondes, vous allez me dire une idée clé que vous avez retenue de cette discussion, qui est dans la logique de 2030. Et je vais commencer peut-être par Seskhali, puisqu'il est de mon côté. En 30 secondes, quelle est votre inspiration? Quel est un mot-clé, une phrase clé que vous voulez partager avant de quitter cette salle? Tfadal. Écosystème, innovation, formation. Excellent, bravo. C'est le Hrichi. Ça peut être une phrase aussi, ne vous gênez pas. Je reviendrai sur le sérieux. Sérieux. Et tout le monde, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas, ça vise personne. À commencer par vous-même, n'est-ce pas? Oui, non, bien sûr, on doit donner l'exemple. Non, le sérieux, on croit dans notre pays, on croit dans nos capacités, on croit dans la jeunesse, dans l'ingénierie. Il faut nous faire confiance. Parfait. Il faut nous faire confiance. Excellent. Madame Youzi, une phrase. Je dirais, la vision 2030, c'est une vision partagée et une vision collaborative et une vision de confiance aussi. Ok, la confiance, un mot clé. C'est la lui, l'aéroport de Marrakech pour aller prendre l'avion.
C'est la Il a un confiance. avion à prendre, c'est pour ça qu'il est pressé. C'est la confiance, bien sûr. Il faut qu'on fasse confiance à nous-mêmes. Je pense que le Maroc, durant ces 2 dernières décennies, donc, il a fait un grand pas avec le développement économique à l'échelle nationale, que ce soit en termes de compétences, au niveau des bureaux d'études ou bien au niveau de la réalisation des travaux, et aussi la qualité aussi des maîtres d'ouvrage aussi également. Ok, merci. C'est Rabbaj, Oussama. Merci. Moi, je suis un peu frustré parce que je n'ai pas pu répondre à quelques questions. Après, bon. Bon, on a pu débattre durant ces 2 jours. Après, bon, nous, à la fédération, on a des valeurs claires. Il y a 3. La première, c'est le travail d'équipe, le sérieux, deuxième, et l'innovation. Okay. 3. Je m'explique, le travail d'équipe, il faut fédérer, il faut travailler avec tous les organes de tout l'écosystème. Le sérieux, il faut être sérieux pour pouvoir se développer et réussir la vision, mais aussi au-delà de 2030. Et l'innovation, parce qu'on doit être vraiment leader sur le domaine. Et il y a une place à prendre, surtout en Afrique. Parfait. Merci. C'est Tariq. Oui, donc pour moi, c'est la qualité. Non, les regards du monde entier seront sur nous au niveau à l'horizon 2030. Donc il faut réussir d'avoir la qualité sur tous nos projets. Ok. Madame Hafsa. Alors, pour moi, ça sera surtout de la volonté, de l'ambition et de l'attractivité pour les cadres marocains qui nous quittent. Ah, bon, un appel à la jeunesse qui parfois va voir ailleurs, n'est-ce pas? C'est ça. En tout cas, vous êtes déjà ici, c'est très bien. Alhamdoulilah. Ok, merci beaucoup. Je voudrais vous demander d'applaudir un peu tous les intervenants pour la qualité de leur intervention et de la patience qu'ils ont fait preuve. Je voudrais remercier la salle et toute l'assistante, nos amis de la régie. Et je voudrais vous inviter à prendre une photo de famille. J'invite Madame Hafsa Ben Salah, qui est l'une des artisans. Bon, elle est déjà avec nous, Madame Hafsa, Madame Salwa Baringoul. Madame Salwa Ben Salah. Madame Hafsa, merci beaucoup pour avoir coordonné cette conférence. Je ne sais pas si on a avec nous le président de la fédération, sinon c'est Charadi, s'il peut se joindre à nous. Naam. Akram. Ah oui, Madame Ikram, oui, s'il vous plaît. Madame Ikram, c'est avec nous, Alaoui, de la fédération, qui a été aussi derrière la mise en place de ce programme pour une photo de famille, pour la garder dans les archives de la conférence. Et désolé, c'est Alaoui, si on vous a retenu, mais on vous a promis 17h30.